Deuxième partie, les théories d'accompagnement. Les diverses fondations de l'art et la rumeur qui l'entoure font de ce domaine un lieu étrangement obscur, travaillé par de multiples mouvements qui intriguent, retient l'attention et reste une sorte d'énigme. Qu'est-ce qui fait d'une production une œuvre d'art ? Comment exerce-t-elle cette attraction ? Comment suscite-t-elle le consensus ? Quelle activité préside-t-elle à sa production ? Quels sont ses liens avec les autres activités humaines ? Et enfin, comment appréhender, déchiffrer le sens d'une œuvre ? De toutes parts, des disciplines déjà constituées, fortes de leur théorisation, comme attirées par cet espace paradoxal, viennent éprouver leur méthode et tenter leur chance avec plus ou moins de bonheur. Elles constituent des théorisations secondaires, venant après coup accompagner l'art dans ses manifestations et proposer des explications soit du phénomène artistique en général, soit de telle ou telle œuvre ou mouvement en particulier. Mues elles aussi par un souci de comprendre et de faire comprendre. Il existe des théorisations pratiques qui commentent le travail des artistes. C'est là le domaine de la critique d'art, ainsi que des pratiques théorisées. Celles des artistes eux-mêmes qui, souvent, explicitent leur travail et en somme, le théorisent. Si dans les premières de ces théorisations, les auteurs s'emploient à justifier leur vision philosophique qui met l'art en perspective, agissant alors de manière globale sur la compréhension et, pour reprendre nos distinctions, de manière ambientale. Dans les secondes, nous retrouvons la forme injonctive que nous avons déjà explicitée pour les théories proprement dites. Il s'agit en effet d'évaluer les œuvres concrètement, de mettre au point des classements, d'esquisser quel en est le sens, de telle sorte que le public puisse se retrouver dans le labyrinthe de l'art, s'orienter et voir ce qui est à voir. Ces actions ne sont donc pas secondaires au sens d'une moindre importance. Tout au contraire, elles ont un effet direct sur nos jugements et sur le destin des œuvres elles-mêmes. Il faut prendre ici secondaire comme ce qui seconde, qui intervient a posteriori pour une action de secours. Chapitre 1. Les théorisations secondaires. Elles peuvent être regroupées selon deux axes. L'un conduit à interroger le sens des œuvres et du travail artistique. Sens entendu alors aussi bien comme signification que comme direction. L'œuvre ouvre un monde. Elle vise l'invisible. Elle porte du sens, semblable en cela au langage. Phénoménologie, herméneutique, psychanalyse et histoire de l'art se situent sur cet axe. L'autre axe porte à s'interroger sur l'organisation des signes par lesquels l'œuvre se manifeste et se spécifie comme œuvre. Le second tournant linguistique de la philosophie et des sciences humaines, avec la philosophie analytique, conduit à analyser les œuvres selon ses composants logiques et à s'interroger sur leur spécificité. Le partage selon ces deux axes est, évidemment, très sommaire. De nombreux passages existent entre les théorisations. Les unes empruntent aux autres et il y a une circulation non négligeable de concepts, d'instruments d'analyse, voire même d'orientation. La recherche du sens s'empare aussi bien de la sémiologie que d'éléments de psychanalyse.
L'histoire de l'art fraye avec les deux. Quant à la logique du signe, elle s'efforce de suivre, pour s'y appliquer, le travail artistique dont l'histoire de l'art procure des échantillons. Un point cependant les rassemble toutes, la plurisémie de l'œuvre, qui rend difficile l'interprétation. Cette abondance, cette dispersion des théorisations signe en quelque sorte, en même temps que leur singulière impuissance, la nécessité où nous sommes d'y avoir recours si nous voulons comprendre et le travail de l'art en général et celui de telle œuvre en particulier. Grand 1, l'axe herméneutique. Qu'est-ce que comprendre une œuvre ? Comment en saisir le sens le plus complètement possible ? L'herméneutique est cette science ou cet art qui interprète une œuvre, en déplie et en déploie les sens possibles, étant entendu que ces sens ne sont pas intelligibles du premier coup, mais sont comme cachés au-dedans et qu'il faut aller les y chercher. Tout d'abord, consacré uniquement à l'interprétation des textes sacrés. L'herméneutique s'affranchit de cette limite et se pose comme méthode générale d'interprétation pour toute œuvre dont la lecture, le déchiffrage paraissent particulièrement compliqués. Elle se veut ainsi médiation entre l'œuvre et ses spectateurs, lecteurs ou auditeurs virtuels. C'est la réception du message qui lui importe. C'est sur ce versant du jeu esthétique qu'elle se place. De ses origines, liées au texte sacré, elle garde la visée, sinon théologique, du moins téléologique. Le sens est au-delà de l'œuvre, dans une sphère supérieure dont l'entrée n'est pas donnée sans peine, qui n'est pas à portée de main. Et seul l'herméneute en détient là où les clés. Petit 1, le souci de comprendre. Le souci herméneutique est sans aucun doute celui qui prend la première place dans les écrits sur l'art. Ne s'agit-il pas de comprendre de la façon la plus totale possible les intentions d'un auteur et ses réalisations, soit la langue, ou le langage spécifique de la forme et de la matière. Ce qu'on appelle le sens, c'est cela, la saisie d'une unité entre intention et résultat. Le sens est produit. Il n'habite pas l'œuvre brute, simplement là. Il est construit par le labeur de celui qui cherche à l'établir, le rendant ainsi appréhensible. Telle est la proposition principielle qui gère l'herméneutique. Sous-jacente, l'idée que l'œuvre est inépuisable et qu'à s'arrêter à la première évidence à son sujet, à ce qu'on croit comprendre comme un aller de soi, on risque de passer à côté de sa signification. Si la compréhension du langage quotidien ne suscite pas d'interrogation particulière, c'est que nous disposons à notre insu d'une véritable somme de préconnaissances que nous partageons avec le locuteur. La même langue, le même contexte culturel, le même moment de l'histoire, et enfin une action commune qui lie questions et réponses autour d'un même objet intentionnel. Cependant, cette compréhension qui nous paraît spontanée peut s'élargir, se confirmer dans l'exercice du dialogue, qui vise une entente plus complète. Or, s'il en est de même avec une œuvre que nous croyons comprendre parce qu'elle fait partie d'un héritage commun, que nous sommes habitués à la considérer comme œuvre. Cependant, le temps, l'histoire, le contexte sociopolitique et culturel
nous en tiennent éloignés même à notre insu. Nous devons tenter alors de la remettre en situation, mais plus qu'une simple mise au point méthodologique, nous avons à la traduire dans le langage de notre temps, celui dans lequel nous l'appréhendons. Nous avons à la faire revivre, à lui donner son entier déploiement dans une sorte d'entente qui nous transforme, nous qui regardons, écoutons ou lisons. C'est à recomposer un ensemble, le contexte en même temps que le texte, l'œuvre en même temps que nous-mêmes, que s'emploie l'herméneutique, visant à restituer le sens en dépassant le simple fait de l'œuvre comme présence d'objet. Recherche infinie, jamais achevée, toujours à venir, mais seul mode de compréhension possible. On voit quelle séduction singulière peut exercer cette méthode qui place l'œuvre dans le rayonnement de ses multiples déploiements. L'œuvre est alors sacralisée, comme le foyer virtuel d'une vérité qui se dérobe et représente dans l'imaginaire à la fois l'objet inatteignable et sa quête toujours déjà promise à l'échec. Thème romantique s'il en est, l'infini donné dans l'œuvre finie, la totalité dans le fragment, l'invisible dans le visible, l'éternité dans le temporel. Plus encore, la méthode herméneutique, en tant qu'elle serait justement une méthode, c'est-à-dire un ensemble d'instruments affûtés en vue d'expliquer une œuvre, une sorte d'organon, se dépasse elle-même et vise un projet plus large, celui de décrire les conditions de possibilité de toute compréhension. La compréhension étant le phénomène humain par excellence, celui qui est le fond de la pensée elle-même, une noésis en action, ou l'exercice exemplaire du nous, de l'esprit. Comprendre comment on comprend devient l'objectif principal de l'herméneutique. Dans cette optique, l'art devient l'objet d'une attention particulière, dans la mesure où il échappe à toute mise en coupe réglée d'une méthode scientifique et convoque dans le fond de la question. Le phénomène de la compréhension s'y montre dans sa pureté originelle. L'expérience de l'art fait apparaître le phénomène herméneutique dans toute son étendue. On y discerne une expérience de vérité, qui est une forme de l'activité philosophique. L'œuvre d'art trouve son être véritable quand elle accède à une expérience qui transforme celui qui l'a fait. On touche ici à l'articulation de la tradition herméneutique et de la phénoménologie, si, avec Gadamer, par herméneutique, on entend la théorie de cette expérience effective qu'est la pensée, et qu'on se situe dans le mouvement du dialogue au sein duquel seul le mot ou le concept deviennent ce qu'ils sont. Petit 2, le jeu de l'art. L'herméneutique, dès lors, englobe l'expérience esthétique. On trouve sa légitimité dans l'expérience de constitution du sens. Constitution développée dans la confrontation permanente de soi et de l'autre, de l'être et du temps que révèlent les analyses phénoménologiques et qu'illustrent de manière exemplaire l'expérience du jeu de l'art. Que nous apprend ce jeu ? Tout d'abord, qu'il est joué, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de jeu en soi, comme il n'existe pas d'œuvre en soi.
Il n'y a pas de jeu sans joueur. Et joueur et jeu se transforment à mesure du jeu qui se joue. C'est dire que le sujet n'est pas le joueur, l'artiste seulement, mais le jeu lui-même, qui englobe l'action de jouer et les joueurs. La métaphore du jeu convient à l'expérience de l'art, qui lui-même, échappant au logos discursif, au concept figé dans une syntaxe parfaite, s'évade dans des jeux de langage où figures, tropes, suggèrent plus qu'elles ne démontrent. Mais plus que l'aspect ludique de l'art, ce sont les implications philosophiques de ce jeu qui sont évoquées. Et par exemple, le rapport nécessaire qui lie intimement sujet et objet, faisant de la pratique artistique une totalité en œuvre. In process, diraient les anglo-saxons. L'œuvre comme jeu n'éclot qu'à la condition d'une participation active, d'une interpénétration, d'un dialogue où ce qui advient, tandis que l'on dialogue, c'est la vérité du dialogue. Le fait qu'il se passe et que, se passant, il arrive à représenter son propre être de dialogue. Ce qui est visé n'est pas la vérité qui serait le résultat d'une argumentation, ni la vérité au sens d'une correspondance entre réel et fiction, ni la vérité scientifique, mais un jeu en vérité, un jeu qui n'est vérité que lorsqu'il se joue. L'œuvre en vérité éclot, alors comme un monde. Le monde où l'entente se fait entre jeu et joueur. Une vérité en représentation, qui, chaque fois qu'elle advient à l'œuvre, représente. C'est-à-dire qu'elle met en présence d'un monde, du monde. On peut dire, avec Friedrich Schlegel, que c'est là le jeu même du monde entendu comme univers naturel. Tous les jeux sacrés de l'art ne sont que des lointaines imitations du jeu sans fin du monde. Cette œuvre d'art qui, éternellement, se donne forme. D'où l'insistance sur ces mondes qui s'ouvrent avec l'œuvre et que les phénoménologues invoquent toujours dans leurs interprétations. Ainsi du monde paysan, qui s'ouvre devant Heidegger, interprétant les fameuses chaussures de Van Gogh. Le tableau, en vérité, c'est le monde qui l'ouvre et non la simple représentation d'une paire de godillots. L'œuvre nous a soudain transportés ailleurs que là où nous avons coutume d'être. L'œuvre d'art nous a fait savoir ce qu'est, en vérité, une paire de souliers. Dans l'œuvre, c'est la vérité qui est à l'œuvre, et non pas seulement quelque chose de vrai. Le tableau qui montre les chaussures de paysans ne fait pas seulement savoir ce que cet étang particulier est en tant que tel. Il fait advenir de l'éclosion comme telle, en relation avec l'étang tout entier. L'étang tout entier gagne avec elle plus d'être. Ou encore vérité du monde grec, révélée par le temple et le roc sur lequel il est bâti et auquel il appartient comme sa vérité. C'est l'œuvre temple qui donne son être au roc et le manifestant dans son origine, le fait paraître. Petit 3, la vérité du langage, le langage monde. Ce monde qui éclot avec l'œuvre dans le jeu de l'art et langage. C'est pourquoi nous pouvons le faire advenir par le langage. On voit là comment l'herméneutique revient boucler sa boucle. L'interprétation et parole, dialogue, entente avec l'œuvre. Et nous avons vu ce que dialogue l'a fait paraître comme œuvre.
Mais en même temps, ce qui est dévoilé dans ce processus, c'est la vérité du monde, qu'il est langage. C'est donc finalement la langue qui apparaît dans sa vérité monde, dans le contact avec l'art. Or, ce qui se dévoile ainsi, c'est la structure fondamentalement métaphorique du langage, qui dépasse là beaucoup la simple fonction de désignation des choses. Cette métaphorique nous permet de saisir les multiples aspects du monde qui nous entoure, dans sa diversité et ses fluctuations. Et le saisissant ainsi, nous le faisons naître. La faculté de nommer les choses et de déplacer les noms, ce qui est l'ouvrage du process métaphorique, procure aux humains leur monde, bien différent de ceux des autres vivants. La métaphore, dans la vision herméneutique et poétique de Paul Ricoeur, par exemple, permet de passer d'une première référence, le monde tel qu'il semble nous entourer, et qui est dénoté, fixé par l'usage commun, à une seconde référence, son ouverture sur un autre monde. La métaphorisation produit alors un choc entre ces mondes, qu'elle rapproche de manière inédite. La compossibilité de mondes hétérogènes est ouverte par la métaphore vive, qui suspend le monde tel que nous le croyons exister et lui substitue un régime infini d'autres mondes parallèles. Étendre toutes les possibilités du langage revient à étendre notre monde, qui se constitue ainsi comme autant de profils perspectivistes ou visions successives et simultanées. En effet, les langues, dans leur diversité, sont le fait de communautés différentes. Leur appartiennent et les structures. Elles construisent des lignes de monde dont il est loisible de suivre la crête, comme étant en quelque sorte l'enveloppe langagière de l'univers dans son ensemble. L'univers n'étant à tout prendre, comme le dit Husserl, que la continuité avec laquelle les profils perspectivistes de la perception des choses passent de l'un à l'autre. Non seulement le monde n'est monde que dans la mesure où il s'exprime en une langue, mais la langue, elle, n'a sa véritable existence que dans le fait que le monde se représente en elle. Il faut ajouter que la langue, quant à elle, ne peut se comprendre que comme mise en commun de ce qu'elle dévoile dans l'entente. Non pas une entente programmée, comme un but qu'on se fixerait, mais l'entente naturelle du vivre ensemble, dans le milieu langagier. Ce qui se fait voir et entendre dans la langue. C'est donc l'étang tel qu'il se montre qui accède au langage. L'œuvre, comme le langage, dans cette vision herméneutique, n'est jamais close. Elle s'achève en permanence, c'est-à-dire à l'infini, dans le langage, alors que le langage lui-même trouve son ancrage dans l'œuvre. Pensée, langage et chose sont liés dans une immanence et une présence phénoménologique qui fait du monde, non un en soi inatteignable par nature, mais un organisme vivant, ouvert, en expansion, dont le devenir monde dépend de nous, de notre lecture et de notre constante représentation. Dans cette optique, comme le dit Michael Dufresne, l'œuvre
est un quasi-sujet, et donc un quasi-objet, tandis que son vis-à-vis de même se laisse envahir par l'œuvre et devient parallèlement quasi-sujet, lui aussi. Aller aux choses mêmes, comme le veut la phénoménologie, c'est les faire venir au monde par le langage. C'est œuvrer au sein du monde pour qu'il devienne œuvre. Cette trop rapide incursion dans le domaine de l'herméneutique permet cependant de voir à quel point cette théorisation de l'expérience de l'art fournit ses thèmes à la littérature sur l'art et aux commentaires contemporains. Ouverture, accès au sens, manière de faire des mondes, construction de la réalité analogique, œuvre comme foyer universel des cultures, dialogue du regardeur qui fait le tableau, comme le voulait Duchamp, et de l'œuvre qui attend son interprète, sont des mots-clés, des formules sésame dans lesquelles puisent les commentateurs. Qu'on se souvienne de l'œuvre ouverte d'Umberto Eco ou du livre à venir de Maurice Blanchot. L'herméneutique, de même que la phénoménologie, précise et met en batterie des concepts que nous avons trouvés dans les théories de fondation. À ce titre, elles entretiennent, réaménagent, réinterprètent et rendent explicites, dans un langage contemporain, les principes constitutifs de la sphère esthétique. Ce faisant, elles accompagnent surtout un mouvement de pensée à propos de l'art, plutôt qu'elles se prennent en charge les œuvres concrètes. Les quelques exemples d'analyse d'œuvres, fort peu nombreux d'ailleurs, représentent des prises d'otages. Ils servent d'illustration aux thèses développées plus qu'ils ne sont traités pour eux-mêmes. À remarquer aussi que les quelques œuvres otages sont généralement figuratives et que l'art abstrait ou les installations ne semblent pas exciter la veine herméneutique. Cependant, l'herméneutique étend son empire au-delà de ses styles de philosophie. Elle gagne d'autres territoires, appartenant à des disciplines constituées telles que la psychanalyse ou l'histoire de l'art. Là, on quitte le terrain purement théorique pour tenter quelques percées vers des œuvres concrètes qu'il s'agit d'analyser, d'expliquer. Ou bien, on entre, avec l'histoire, dans un dialogue contextuel où la part théorique ou problématique s'efface souvent devant la tentative de situer précisément des successions. Il n'en reste pas moins que, dans l'ensemble, il s'agit toujours de dévoiler du sens. Sens entendu comme l'exige l'herméneutique et la phénoménologie. Suspendu du monde quotidien et ouverture d'autres mondes. Petit 4. Interprétation analytique et historicienne. La visée de ces interprétations est bien dans la lignée de l'interprétation herméneutique. Elle tend bien à donner du sens. Sens qui n'apparaît pas à première vue et qu'il faut aller chercher. D'autre part, elle se rattache à l'exploration contextuelle, destinée à percer l'enveloppe d'événements, tant individuels que publics, qui entourent les œuvres de l'art comme un monde. Cependant, ces recherches se singularisent par leurs méthodes, leurs outils et leurs applications, autant que par l'objet sur lequel se concentre la recherche. En effet, si l'herméneutique traite du problème de l'art en général,
comme un domaine spécialement élu, pour ce qu'il est spécialement et essentiellement, par nature, difficile à déchiffrer. La psychanalyse et l'histoire, elles, ne privilégient pas l'art en tant qu'il serait une activité spécialement promise à leurs travaux, mais comme un objet d'attention parmi d'autres, pour lesquels elles sont supposées détenir des méthodes efficaces d'exploration. Elles représentent ainsi elles-mêmes un genre d'interprétation lié à l'espèce herméneutique. Et comme tout genre, s'en distingue par des ajouts et des retranchements. Les voies de l'analyse. La psychanalyse est interprétation. Non cette fois de l'écrit, des textes sacrés, ni directement des œuvres d'art, mais de signes de diverses sortes, comme les gestes, les paroles ou les symptômes. En quoi le domaine de l'art peut-il intéresser l'analyste ? En tant qu'énigme, répondra-t-on. Or, pour un analyste, déchiffrer cette énigme, ce n'est pas seulement la comprendre comme lecteur ou spectateur d'une œuvre déjà produite, même à dialoguer avec elle et à la faire advenir à l'être, comme le veut l'herméneutique, c'est aller aux sources de sa production et comprendre l'acte qu'il a mis au monde. Autrement dit, c'est le processus de création de l'œuvre qui intéresse l'analyste. Création qui procède d'un sujet, lequel s'exprime dans son geste. C'est donc en amont que se place l'accent, par une rétroversion, un retour. Se met alors en place, prêt à l'action, les outils qui servent à l'interprétation du rêve. Déplacement, condensation, contradiction, figuration par analogie, élaboration secondaire. Avec leurs corollaires, le déni, la sublimation, le travail du négatif, la symbolisation. Le travail de l'œuvre se rapporte à celui de la fiction onirique et son origine, dépliable en termes de généalogie, met en œuvre et le sujet producteur et le procès de production, passibles tous deux d'une analyse. Deux voies se développent à partir de là. L'une consiste à chercher dans la vie de l'auteur les forces conflictuelles qui l'ont mené à réaliser ce qui est là devant nous. L'autre à déchiffrer l'œuvre avec les instruments théoriques dont on dispose pour la thérapie analytique. Le sujet producteur. La première piste est hasardeuse, car le matériel dont dispose l'interprète est toujours douteux et ne peut être questionné de manière ouverte en l'absence de l'analysant. Cependant, quelle que soit la sûreté ou l'incertitude de l'analyse, qu'elle soit reconstruction arbitraire ou non, il faut remarquer l'effet que ce type de recherche a eu et a encore sur la pratique du critique et du commentateur. Monographies, interviews d'artistes sont bâties sur leur modèle. Sonder les racines profondes de l'œuvre revient à dévoiler la vie affective de son auteur. Le succès de la psychanalyse à partir des années 50 a fortement marqué les pratiques courantes et le public est habitué à y avoir recours en de nombreuses occasions. La vulgarisation et
de la théorie et de la pratique analytique rend alors aisée l'utilisation, la plupart du temps imprudente, sinon pervertie, du vocabulaire et des éléments de méthode pour une exploration des dessous de l'œuvre d'art. L'idée que le sujet est cause première de son action conforte la vulgate esthétique dont la certitude qu'on a, avec l'art, affaire en premier lieu à l'unicité d'un sujet individuel. L'exploration analytique joue donc à l'intérieur d'une croissance commune, qu'elle tend à renforcer. D'où la grande vogue de ce type de commentaire. Le procès de production. La seconde voie est plus prometteuse. Elle permet de décrire les mouvements qui animent les figures, à l'écart de la logique du discours, que le procès de figuration dénie. Le travail du rêve caviarde la discursivité et le conflit entre les deux instances donne lieu aux œuvres de fiction. Qu'on suive de près cet affrontement et on aura une idée de la manière dont la création fait son chemin. On quitte alors le travail propre de l'analyste qui exige un sujet pour l'analyse et on utilise quelques-uns des outils conceptuels grâce auxquels le cheminement de la création est appréhensible. Cheminement qui ne se fait pas sans discontinuité, rupture et aléa, et que viennent irriguer des logiques non centrées sur le respect du tiers exclu, ou principe de non-contradiction, celle du non-sens, du rhizomatique développé par Gilles Deleuze, tout un travail souterrain aux multiples embranchements et qui sollicite l'intervention de ce que nous appelons le hasard, faute de savoir comment ces connexions se font et se défont. Renversement du point de vue herméneutique. Nous ne cherchons plus à trouver ou à donner du sens nous-mêmes par nos interprétations ouvertes, mais à voir comment il est produit par l'auteur et partir du non-sens. Nous cherchons bien à ouvrir un monde, mais c'est un monde de l'ombre, dont le travail tend à faire du sens apparent, le double édulcoré du non-sens producteur. La véritable force de l'œuvre réside dans ses racines ombreuses qu'aucune analyse, en termes de signification, ne pourra approcher. Il faut, en revanche, considérer l'œuvre comme la scène où se joue un drame, auquel l'analyse fait droit. Comme le dit André Green, l'analyste contemplant une œuvre y réagira d'une manière comparable à la façon dont il écoute l'analysant. De la même manière, Gagnébin s'attache au mouvement, à l'organisation, aux structures des formes qui représentent, dans l'œuvre, le conflit entre pulsion et défense. Le jeu plastique serait alors un jeu psychique analysable en termes de métapsychologie. Cependant, renversement n'est pas éradication. L'interprétation reste toute puissante. Dans l'optique du procès de production, elle s'enrichit des apports de la théorie analytique et fournit à la critique et aux commentaires un bataillon de concepts opératoires dont il est fait grand usage. Une histoire localiste. Pour l'interprétation historicienne, elle travaille aussi en aval de l'œuvre, tâchant à la contextualiser. Comme l'interprétation analytique, c'est une généalogie, mais cette fois non souterraine, et tout au contraire étalée, mise en vue,
qui est convoqué. Si l'histoire de l'art est finie, en tant qu'elle tracerait une continuité sans faille entre les diverses manifestations de l'art, ou proposerait une progression vers on ne sait quel idéal, elle n'en reste pas moins d'un secours non négligeable quand elle recueille les documents, fouille les archives, authentifie ou discrimine. La méthode historique, entendue avec rigueur, ne s'occupe en principe que d'accumuler des matériaux pour une interprétation sensée. Cette interprétation suit-elle ou précède-t-elle les données recueillies? Comment se forge-t-elle? Il semble que sa visée soit de contredire à d'autres interprétations et se fasse sur le mode de l'argumentation en bonne et due forme. Argumentation qui vient tout droit de la méthode historique. Il s'agit alors d'une iconologie qui suit sur le long terme la dérive de figures ayant un thème commun. Comment, par exemple, le temps a-t-il été figuré depuis l'Antiquité jusqu'aux publicités actuelles, en centrant l'analyse sur une suite de figures. L'historicien échappe certes à l'histoire de l'art entendue comme succession de mouvements artistiques et de noms d'artistes mis bout à bout. Il se rapproche des œuvres et de leurs procès de production singuliers. Mais en même temps, il en fait des otages pour une reconstitution des représentations collectives suivant les époques. Autrement dit, la visée ici est bien historique au sens classique et non point esthétique. La contribution de l'histoire au déchiffrement des œuvres d'art consiste non en ce qu'elle établit ou rétablit comme vérité, mais en ce qu'elle nous convie, dessinant une généalogie à comprendre la complexité de ce qui est présent devant nous, à restituer l'œuvre dont les déterminations extra-artistiques peuvent ainsi être comprises, à reconstruire une part des éléments ayant servi à leur élaboration. Quittant la région des théories d'ensemble, l'auscultation des sources et des influences, l'interprétation historicienne se veut actuellement locale. De cette complexité, le détail devient alors le révélateur. Des thèmes comme la perspective, des lieux communs, c'est-à-dire des figures que l'on retrouve avec constance, la porte, la fenêtre, le cadre, le nuage, et qu'il faut poursuivre comme autant d'indices d'une particularité où se font jour des déterminations culturelles. Telle est la manière dont l'histoire se porte à l'accompagnement de l'œuvre. Elle tisse des connexions, enveloppant les œuvres d'un savoir nombreux et qui plaît parce qu'il contribue à la conservation et au développement d'une idée de l'art comme fruit d'un ensemble de paramètres sociaux, politiques et culturels. Elle apporte à la recherche du sens qu'entreprend l'herméneutique, le complément d'un horizon temporel qui se veut global, malgré sa conversion récente à un certain localisme. Grand 2, l'axe sémiologique. L'expression tournant linguistique a beaucoup servi et sert encore à désigner, sous un même label, des mouvements assez divers. Ainsi, avons-nous vu apparaître la méthode herméneutique de Schleiermacher comme un tournant dans l'étude interprétative des textes. L'herméneutique plus récente s'intéressait à la structure du langage, au rôle du dialogue, à la parole vive, ainsi qu'aux tropes, et particulièrement à la métaphore. Enfin,
on ne peut ignorer quelle part prend le langage dans la psychanalyse, qui se meut à travers les mots comme autant de symptômes, et dont, après Freud lui-même, quelques-uns des théoriciens les plus prestigieux usent avec maestria. Cela laisse à penser que la réflexion linguistique, au sens large, est le souci dominant de toute théorie, aussi bien de celles qui s'occupent des œuvres de l'art que de celles dont l'objet est le comportement humain. Ainsi, le recours à cette expression de tournant linguistique pour désigner l'arrivée des philosophies anglo-saxonnes, centrées autour d'une logique du signe, semble-t-il un peu surfait. Ce fameux tournant est pris depuis longtemps. Il s'agit donc d'un tournant de tournant, d'un tournant au sein d'un mouvement philosophique qui avait déjà manifesté plus qu'une tendance à se séparer de la métaphysique classique. Néanmoins, nous garderons l'appellation qui est passée dans l'usage pour décrire les théorisations qui se réclament d'une logique du signe, ainsi que leurs effets sur l'esthétique. Petit 1, la tentation sémiologique. Les avancées de la linguistique, après le coup d'envoi des Saussure et des benvenistes, ont donné l'idée que l'on pouvait appliquer le modèle linguistique aux œuvres d'art. Ne s'agit-il pas, avec l'art, d'un langage ? Mais ici, le langage, s'il existe bien comme langage, et il faudrait le démontrer, n'est pas pris dans l'optique de cette parole dialogante, à qui l'interprétation est nécessaire pour lui donner sens, mais dans celle d'un système qu'il s'agit de décrire en le ramenant à ses éléments constitutifs les plus simples. Cette voie d'analyse se veut vigoureusement à l'écart de toute interprétation, considérée comme une prétention insoutenable à un sens qui ne peut se dégager qu'après l'examen minutieux de ces pièces constitutives. C'est dire que nous avons ici affaire à une vision expressément matérialiste, anti-métaphysique, qui restreint le champ de manœuvre de manière drastique. En place de l'ouverture que promet l'herméneutique, c'est une fermeture qui est exigée, celle d'un corpus limité, clos, qui rend possible son découpage en éléments dûment répertoriés. Évitons les bavardages et voyons comment se fabrique le vocabulaire et la syntaxe propre à l'œuvre. Les arts plastiques, l'architecture, l'urbanisme, le cinéma, la danse seront soumis à ce découpage, puisque dans tous ces cas, les formes engendrées obéissent bien aux règles de constitution d'un langage. Le modèle linguistique. Si, en effet, la langue peut être analysée en 3 stades, les unités phronologiques ou phonèmes, les unités morphologiques, les mots ou morphèmes, composés de plusieurs phonèmes, et les unités sémantiques ou sémanthèmes, composés de plusieurs morphèmes et portant alors une signification. On pourrait imaginer que toute œuvre plastique soit analysable de la même façon. Tentative qui s'est vue bientôt limitée dans la mesure où le langage pictural, mais aussi architectural ou gestuel, avec la danse, ne peut s'appuyer, comme c'est le cas pour la langue, sur les unités de base sans signification que sont les phonèmes. Un son, en effet, est dépourvu de tout sens,
ce qui permet aux morphèmes, en les composant entre eux, de signifier à l'écart d'une relation interprétative antérieure. Or, ces unités de base sont introuvables aussi bien en peinture, la forme revêt tout de suite une signification, la couleur est liée au symbolisme en vigueur dans une culture donnée, et forme et couleur sont immédiatement interprétées, qu'en architecture ou en urbanisme. De plus, ces unités sont en nombre illimité. Pensons à la tâche, par exemple, à la diversité des figures possibles et à celle des couleurs. De même pour l'architecture où la moindre élévation ou excavation est tout de suite condamnée à signifier, quant à la gestuelle, la sémiologie du geste a fort à faire avec une supposée clôture. Si le modèle linguistique a quelque chance de satisfaire une analyse, ce n'est donc pas en termes de langue, et il faudra trouver des correspondances à un autre niveau d'étude, celui de la sémantique, et particulièrement pour éviter les troubles de l'interprétation du sens à la fois infinie et subjective, au niveau de la sémantique structurale. Une sémiotique formelle. Le modèle linguistique, dans sa version large, va s'attaquer à la structure du langage, de tout langage, que ce soit celui de la littérature, de la poésie ou de l'image. Il s'agira d'élaborer le plus rigoureusement possible les codes de déchiffrement qui nous permettent de comprendre la langue dans les conversations ordinaires et de les transporter sur d'autres objets. Trouver un système de transformation tel qu'on puisse transcoder un message ayant un support déterminé dans un autre ensemble. Tel est l'objet de la recherche en sémiotique générale. Cette recherche se veut logique, quasi mathématique. Il faut éviter l'intervention des interprétations subjectives, mettre à distance le sujet qui analyse et ses projections intempestives. De même, il est temps de se mettre à l'abri de la métaphysique et les valeurs préétablies, de façon à considérer seule la forme dans sa pureté. Une fois cette étape accomplie, on pourra alors interpréter. Regardons la structure d'un ensemble avant d'écouter ce que cet ensemble nous dit. Il y a un sens structurel, la composition logique d'éléments selon un certain ordre, avant même qu'il y ait avènement d'un sens signifiant. Dire ceci, c'est se situer aux antipodes du discours confus, qui caractérise les discours sur l'art. C'est laisser de côté tout ce qui est censé se trouver dans les profondeurs abyssales du moi. L'intentionnalité et les pulsions des auteurs. C'est se limiter sciemment à la surface des choses, à la surface des objets d'analyse pour explorer leur construction, le comment, et non le pourquoi. Le dit des œuvres dépend d'un certain nombre de positions des éléments au sein d'un système général qui leur offre sa structure. Pour l'analyse d'un tableau, par exemple, la description préalable doit tenir compte des axes d'orientation de base, le haut et le bas, la droite et la gauche, les lignes de force d'un espace spécifique où se situent les figures. Elle doit tenir compte aussi du mode de constitution d'une icône graphique à partir de la perception, déjà fort complexe, d'un objet visuel. Petit 2. Une logique du signe. Délibérément anti-métaphysique, les énoncés de la métaphysique
sont des simili-énoncés, dépourvus de sens si on les passe à la grille de l'analyse logique. Les analyses que nous venons de citer se recommandent d'un retour à la rigueur, à l'élucidation du langage, suivant les préceptes du cercle de Vienne, initié par des logiciens, et dont Wittgenstein est, pour ce qui nous occupe ici, la figure principale. L'étude du langage, ici, n'a ni la même fonction, ni la même visée que dans les analyses précédentes. Il ne s'agit pas d'appliquer sur des objets muets des codes qui servent à la parole, ni de transporter des structures prélevées à partir de la langue sur des supports non langagiers, mais de voir comment la langue elle-même peut se réfléchir et se fléchir pour engendrer la réalité du monde que nous voyons, ou plus exactement, que nous croyons voir. Car nous ne voyons que ce que nous pouvons nommer pour le reconnaître. Ainsi, ce que nous pouvons dire du monde est ce monde. Et le comment, il nous apparaît. Et c'est ce qu'il est. C'est là une révolution dans la manière de penser la vérité des choses, puisqu'il ne s'agit plus de faire coïncider les mots avec une réalité qui leur serait extérieure, mais de faire naître le monde de la réalité à partir des mots que nous utilisons. La question étant d'évaluer quelle sorte de monde peut naître de quelle sorte d'arrangement de mots. Le chemin de la philosophie est alors tout tracé. Il faudra élucider, débrouiller l'usage des mots, envisager toutes les possibilités du monde autres que les jeux de langage font advenir. Bref, la philosophie ne peut plus être que réflexion sur le langage. Et pour commencer, sur le sien propre. Cette ambiance, ce style de philosophie anglo-saxonne, centré sur l'analyse du langage, de sa logique, de ses fonctions et de son pouvoir de créer des mondes, s'est développé comme à part des philosophies continentales, dont elle conteste le cheminement et auxquelles elle reproche leur amphigourisme, leur manque de clarté, leur généralité et bien sûr leur métaphysique latente ou avouée. Elle récuse aussi, évidemment, la philosophie de l'art issue de ces systèmes philosophiques et propose de recommencer la recherche à nouveau frais. La voie sera celle de l'analyse logico-perceptive. Dans quelle mesure et sous quelles conditions un objet peut-il être dit d'art ? Percevoir, c'est reconnaître. Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur sur une œuvre déjà constituée en œuvre. Ce serait là mettre la charrue avant les bœufs que d'accepter de prendre pour existant réellement un objet dont on ne sait encore s'il est bien tel qu'on le présuppose, à savoir d'art. Il faut en revanche se demander ce qui fait qu'une œuvre est reconnue comme œuvre. Quelles sont les caractéristiques qui peuvent nous conduire vers cette affirmation ? C'est donc d'épistémologie qu'il est question. Comme il y a proposition pour la langue, quand certaines conditions grammaticales sont remplies, de même, y aurait-il œuvre quand certaines conditions auront été satisfaites ? Au nombre de ces conditions, il faudra compter les traits distinctifs qui doivent séparer cet objet-là, dit d'art, d'autres objets du monde physique qui ne sont pas de l'art. Ces traits, toutefois, n'ont rien à voir avec des traits sensibles, soumis à la perception,
car le fait d'être ou non objet d'art dépend de facteurs abstraits, de qualités définitionnelles telles que consistance, saturation, symbolisation, échantillonnage ou exemplarité. C'est en effet par un travail cognitif que l'art est perçu comme art. Travail qui comporte bien des analogies avec celui qui nous met à même de reconnaître ce qui se dit dans le langage courant. Et tout comme pour ce langage, il s'agit moins de connaître que de reconnaître, moins de percevoir que de nommer. C'est à une psychologie cognitive qu'il appartient de tracer le chemin qui, partant d'une incitation sensorielle, s'oriente ensuite, à travers différents niveaux de pensée, vers la reconnaissance effective de tel ou tel objet particulier. Quand il s'agit d'un objet d'art, le processus de reconnaissance doit tenir compte du contexte socioculturel et politique, auxiliaire indispensable à la reconnaissance d'un objet d'art en tant que tel. Sa constitution en symbole devant beaucoup à la place que cet objet occupe dans le système des échanges économiques et culturels. Une épistémologie. Ainsi, voyons-nous l'effort de la philosophie analytique se porter en arrière de l'œuvre, non pas dans ses fonds ou ses abîmes inconscients, mais dans les présupposés logiques, constitutifs de son identité d'objet singulier parmi tous les autres objets du monde. En ceci, la philosophie analytique se distingue de la sémiologie, qui, prenant les œuvres en l'état, se contente d'y appliquer ou d'y éprouver ses grilles de lecture. Elle est donc, quoi qu'on en pense, moins concrète, moins près des choses, plus générale que la sémiologie dans ses exercices, car ses exigences grammaticales l'éloignent des œuvres ou, plutôt, éloignent l'investigation des œuvres de toute la longueur des suppositions d'existence préalables qu'elle est obligée d'assurer. C'est ainsi qu'un auteur comme Goodman, lequel représente bien le mouvement de logique sémiotique anglo-saxon, met en avant les conditions de possibilité pour qu'un objet soit reconnu comme étant de l'art, écartant tout jugement évaluatif susceptible de traîner avec lui les valeurs latentes, des goûts psychologiques ou encore un contenu métaphysique. C'est donc en termes de propriété logique et non de propriété perceptive que les œuvres d'art seront distinguées parmi d'autres œuvres qui ne seraient pas artistiques. Ces propriétés se déploient autour de la fonction symbolique dont une telle œuvre fournit l'exemplification. Ces deux propriétés, symbolisation et exemplification, suffisent à identifier une œuvre comme étant de l'art. L'exemplification est l'interprétation métaphorique d'une qualité expressive appartenant à l'œuvre. Le travail conceptuel que nous opérons pour distinguer une œuvre de ce qui n'en est pas consiste à mettre à jour la symbolisation et à la poser comme s'exemplifiant elle-même dans l'œuvre. Cette théorisation qui, avec la vogue de la philosophie analytique, a tendance à occuper le terrain théorique actuel, refuse de poser la question de l'art en termes de « qu'est-ce que l'art ?» essentialisme, ou de « que vaut telle œuvre ?» empirisme, ou encore de « quelle est la signification du mot « art » sémantique, sémantisme. Mais demande « que fait l'art dans le langage ?» Quel est son emploi effectif ? Quel est le fonctionnement effectif de ce concept ?
Petit 3, le dernier mot. La théorisation à visée épistémologique qui s'intéresse ainsi à l'art, tâchant à le justifier logiquement et interdisant tout jugement ou évaluation trop impressionniste, donc à la fois empirique, imprécis et soumis à des critères non fondés, s'interdit aussi de se livrer à l'interprétation des œuvres concrètes, c'est-à-dire tout simplement d'en parler. Si en effet, ni l'auteur et ses intentions, ni la présence de quelque détermination extérieure, ni non plus quelques mouvements inscrits dans l'histoire, non plus que quelques procès critiques à quoi on pourrait reconnaître l'œuvre, ne peuvent être pris en compte. Le commentaire aura bien du mal à se frayer un chemin. Il sera pour ainsi dire inexistant dans ce type de théorisation. C'est là, diront les partisans d'une lecture interprétative et sensible de l'œuvre, une grave lacune qui signe l'incapacité radicale de toute logique scientifique à s'approcher de l'art avec quelques chances de succès. L'art serait un ailleurs que seule une approche elle-même marginale par rapport au discours de la science pourrait atteindre. Autrement dit, le commentaire ne pourrait être lui-même qu'une création artistique accompagnant ce qu'il commente, se plaçant délibérément dans le champ de l'art, hors de la logique du discours et de ses lois impératives, comme au dehors de toute argumentation. Ceci, naturellement, redouble la difficulté dans la mesure où alors, ce ne serait pas une œuvre qu'il s'agit d'appréhender le plus correctement possible, mais toute une suite, à la mesure du nombre des commentaires. On voit par là à quelle sorte de critique les sémanticiens et les logiciens sont en but. Si l'on sait par ailleurs que la tradition herméneutique est de loin plus ancrée dans les mœurs philosophiques occidentales du vieux continent que celle d'une logique du signe. Pourtant, tout aussi ancienne si l'on songe aux philosophies médiévales. Ce que veulent rétablir les théories d'accent traditionnelles contre la rigueur logicienne, c'est l'idée d'une inaccessibilité, d'un au-delà de toute stratégie verbale, sémantique ou analytique. L'œuvre ne peut tomber sous la coupe d'aucune mise en forme réglée. Elle échappe aux dominations conceptuelles. Elle peut tout juste suggérer des échos poétiques, des ondes de sens que le critique d'art ou le commentateur doit être à même de percevoir et de retransmettre. L'extrême de cette attitude, pour ainsi dire romantique, consiste alors à prôner le silence complet. Aucune théorisation n'est possible. Tout essai de compréhension motivée est de trop. Les théories et les théoriciens doivent accepter le fait que leur effort est voué par nature à l'échec. Le seul apport possible de la théorie à l'art et à ses œuvres serait alors de faire la preuve de son incompétence radicale. Cette vision quelque peu défaitiste se fonde sur la sacralisation de l'art, du génie, du dépassement extatique, de la démesure et de ce que l'on caractérise souvent comme folie. Mais curieusement, elle se soutient aussi contre les logiciens, de la parole du plus doué et du plus influent d'entre eux, Wittgenstein. La dernière proposition du Tractatus apportant en effet, et fort incongruement, de l'eau à son moulin. Le célèbre, ce dont on ne peut parler, il faut le taire.
peut en effet être interprété comme la flèche qui transperce la raide vigueur de la logique et en montre la vanité ou tout au moins la limite. L'art, à entendre cette interprétation, serait alors justement qu'il faut taire, car on ne peut en parler correctement. L'art au-delà du discours. L'art translogique, transgrammatical. Ce qui met en joie les tenants de cet art-là, et leur paraît la preuve éclatante que nulle logique ne peut entamer durablement la forteresse esthétique. C'est que la proposition vient du fond même de l'argumentation logico-pragmatique et de son plus prestigieux défenseur. Le mystique est cette sphère de l'ineffable, de l'indicible, qui est celle de l'éthique et de l'esthétique. Elle comprend le tout du monde, le monde lui-même, dont l'unité ne peut être saisie sous la forme de ces propositions fragmentées du langage. Quelque effort que la grammaire fasse pour les dire ensemble. L'ineffable de l'art limite ainsi l'art du langage, lequel ne s'exerce qu'à la condition de sa négation même, et de découvrir triomphalement, chez le Wittgenstein logicien, un Wittgenstein mystique, voire théologique. Une autre interprétation restant plus près des faits, cela même qui se constitue en tableau pour la logique, nous montrerait que si quelque chose doit être tu, l'unité du monde, ou le monde comme unité, c'est par l'impossibilité qu'une proposition se pose comme disant ce qui est et en même temps ce qu'elle est. Il y a là une limitation interne au fait même de parler, ce qui laisse en dehors du champ de la parole un monde qui se montre et qui s'exprime comme inexprimable. Quoi qu'il en soit des fondements du dicible et de l'indicible, à savoir quel est celui qui fonde l'autre. Force est de constater que l'une comme l'autre des voies qu'empruntent les théorisations de l'art, la voie herméneutique ou la voie sémiologique, se ferme sur elle-même, fabriquant autour des questions de l'art de petits mondes clos qui perdent souvent le contact avec la question dont ils sont censés s'occuper. L'art, pour se livrer à toutes sortes de discussions internes, à leur discipline ou secteur de recherche. Cependant, cet accompagnement, dans son brouhaha de thèses contradictoires, joue son rôle dans l'élaboration des œuvres d'art contemporaines. Les artistes, en effet, sont peu ou prou portés à se définir par rapport à un courant de pensée, doivent répondre aux questions de leurs commentateurs, qui, à la fois, les embarrassent et les mettent en vue, ou, à l'opposé, se montrent discrets quant à leur perspective et point de vue. L'exercice de l'écriture leur est de plus en plus familier et on ne compte plus à ce jour le nombre de publications d'artistes, journaux, écrits théoriques, interviews publiées à part ou manifestes. Mais alors que les théoriciens ont tendance à s'intéresser aux mouvements sur lesquels leur grille de lecture a quelques prises, ainsi des impressionnistes, particulièrement en faveur chez les herméneutiques et les phénoménologues, des peintres de genre chez les historiens et des expressionnistes chez les psychanalystes. Les artistes, eux, prennent leur nourriture théorique à leur cohérence.
Ils restent cependant pris. La médiatisation de la société aidant, dans un réseau de discours auquel il leur faut faire face, et nous le verrons dans le prochain chapitre, sont sensibles à des termes, des mots d'ordre, des tonalités de pensée qui leur servent d'impulsion à faire plutôt qu'à des systèmes théoriques bien construits.